Alors, il y a d'abord un cadre théorique. Un cadre théorique, moi je travaille sur la mémoire humaine et ses maladies depuis un certain temps. Et donc la mémoire humaine, elle peut être conçue comme quelque chose de très instrumental. Vous voyez, une sorte d'outil qui nous permet d'encoder, de stocker, de récupérer des petites informations dénuées de sens. On aurait des mécanismes comme ça dans la tête. Alors, c'est Hermann Ebbinghaus qui a eu cette idée de mesurer la mémoire, il y a très longtemps, à partir de syllabes sans signification. C'était très intéressant de mesurer la mémoire. Et puis, progressivement, on s'est intéressé à des souvenirs. Alors, vous voyez, le terme souvenir, quand vous prononcez ce mot, ça renvoie à des choses beaucoup plus complexes, l'autobiographie, etc. Et donc, on a mis au point, quand je dis on, les chercheurs, les psychologues, les neuroscientifiques ont mis au point des méthodologies pour mesurer les souvenirs, et c'est autre chose. Et puis, il y a eu un changement très important, et relativement récent. C'est assez étonnant, où ces psychologues, ces neuroscientifiques ont pris conscience que le souvenir, il est certes individuel, je ne vais pas vous dire que vous n'avez pas des souvenirs individuels, je ne vais pas commencer mon exposé comme ça, mais nos souvenirs, ils sont totalement en lien avec les interactions que l'on a lors de l'encodage. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de faire tout de suite. On est nombreux, on s'écoute, on se parle, etc. On va se parler après des exposés. Et puis, quand je me remémore un événement, je suis toujours dans un cadre social. Vous voyez, je suis toujours en représentation. Même si je suis tout seul, je suis en représentation. Alors ça, c'est très important. Alors, là aussi, on a mis en place des méthodologies pour essayer de comprendre tout ça. Comment ça se passe dans des groupes, alors dans des petits groupes, parce que c'est plus facile. Puis comment ça se passe dans des sociétés. Alors je suis content parce que c'est un auditoire, je sais qu'il y a des sociologues dans la salle, donc c'est fort bien. Et là, le cadre théorique, il est donc les ressources culturelles. Donc tu m'as présenté au tout début, tu disais que c'est médiatisé. Oui, l'exemple que je vais prendre, c'est effectivement un exemple médiatisé. Et là, le chercheur un peu de référence, il est très différent d'Ebbinghaus, c'est Maurice Halbach, pour ceux qui connaissent, c'est un philosophe, sociologue qui est mort en déportation en 1945, et donc qui avait cette double formation, et qui a écrit notamment un livre très, très connu qui s'appelle Les cadres sociaux de la mémoire, et en 1925, c'est vraiment très ancien, et dans ces cadres sociaux de la mémoire, il dit que, enfin, le titre déjà est très évocateur, que tout acte de mémoire, c'est un acte social. Je ne suis jamais seul, et je ne suis jamais seul, je suis toujours en interaction avec les autres. Alors voilà un peu ce qu'on a voulu étudier avec un certain nombre de collègues, je vais les citer au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a commencé à travailler dans ce cadre-là il y a une dizaine d'années, avec un acteur qui n'était pas très présent chez Ebbinghaus. C'était un psychologue expérimentaliste. Et puis Halbach, c'était très loin de préoccupation sur le fonctionnement du cerveau. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est essayer de rassembler tout ça avec cet acteur qui est en plus un cerveau qu'on commence à pouvoir étudier avec des moyens modernes et performants. Alors, de façon plus resserrée, quel est le cadre théorique du travail? Alors, c'est un événement, historique, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, un événement qui est important. Manifestement, on vit un événement important, et on a les moyens de mesurer que vraisemblablement cet événement-là, il va avoir un impact dans la mémoire collective. Et puis on a le petit bonhomme qui est là, qui est tout seul devant son café, oui, qui se réveille, comme on l'a tous fait ce matin. C'est plus ou moins difficile. Et cette mémoire individuelle, elle n'est pas seule, mais elle va être modifiée par nos interactions au fil du temps, ce qu'on appelle la mémoire partagée. Et puis elle va être également conditionnée, le terme est trop fort, elle va être modelée par la mémoire culturelle. Alors là, j'ai représenté comme ça, il y a l'école, il y a les commémorations. En France, on est quand même très fort sur les commémorations. Mais bon, il y a plein d'autres façons de représenter cette mémoire collective qui s'écrit. Voilà un peu le cadre. Alors, ça, je vais passer très vite, mais c'est juste, comme je vous parle de l'histoire de la recherche, elle commence pas au temps T, où on a les autorisations et on commence à recueillir des données.
j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Moi, je travaille sur la mémoire depuis longtemps. Hein. Les maladies de la mémoire, ça fait vraiment longtemps. Mais sur mémoire individuelle, mémoire collective, ça fait un petit peu moins de 10 ans. Et c'est dans le cadre d'une rencontre au musée mémorial de Caen. Hein. Vous connaissez le musée mémorial de Caen, vous l'avez peut-être visité. C'est le grand musée de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, j'ai rencontré notamment un historien qui s'appelle Denis Bechanski, qui est toujours le président du conseil scientifique de ce musée mémorial. On s'est rencontrés, puis on a commencé à travailler ensemble sur ce programme qui porte sur la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis en train de dévier un peu, mais simplement pour vous expliquer qu'il y a eu tout ce travail en amont de 13 novembre. Et que s'il n'y avait pas eu tout ce travail sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le plan théorique, sur le plan méthodologique, tout ce qu'on a mis en place dans ce cadre-là, on n'aurait pas pu mettre en place 13 novembre pour des tas de raisons. Alors, ce travail-là, bon, vous voyez, il y a le mémorial qui est modélisé, ici c'est assez joli, la photo est jolie, puis les autres, c'est un peu moins joli. Mais bon. Alors, ça s'appelle Multibrain, ce programme-là, et alors je vous montre des diapos incompréhensibles, simples, mais en fait, l'idée était très simple. L'idée est très simple, c'est on travaille avec une trentaine de jeunes qui visitent le musée mémorial de Caen, qui visitent une salle qui est complètement balisée, où on a installé des light trackers, etc. On mesure des tas de choses quand ils visitent cette salle, c'est 1942, guerre mondiale, guerre totale. Et puis ensuite, ils viennent à Cicéron, qui est le centre de recherche qui se trouve à 500 mètres d'ici, et ils passent une IRM un peu compliquée, une IRM fonctionnelle, on leur demande de récupérer des souvenirs de ce qu'ils ont vécu. Et puis à côté de ça, il y a un travail colossal sur des archives de l'INA. Vous voyez, qui essaie ces archives de l'INA, alors c'est des big data, c'est des données colossales sur les journaux télévisés de ces 30 dernières années qui portent sur la Deuxième Guerre mondiale. Et à partir de ça, à partir d'analyses textométriques automatiques, on extrait une sorte de mémoire collective de référence de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, c'est ces analyses de corrélations qui ne sont pas des vraies corrélations, on voit comment chacun de nos sujets s'écarte plus ou moins de la mémoire collective. Et on arrive à un truc alors bon, c'est ça, je viens de vous expliquer ça, voyons en quelques mots. Mais c'est une méthodologie redoutable. Et on arrive à un truc que je n'aurais pas imaginé il y a 20 ans. Si on m'avait dit il y a 20 ans, tu vas mesurer avec l'IRM la mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale dans le cerveau des gens, j'aurais dit non, on va passer à autre chose. Vous n'avez pas une autre question, s'il vous plaît. Oui. Et c'est ça, c'est ça qu'on a fait. Avec un jeune collègue qui s'appelle Pierre Ganepin, et puis donc avec toute une troupe de collègues, et ça va sortir dans Nature Human Behavior. Voilà. Je suis très fier, donc je vous montre ça. C'est encore sous embargo. Alors, après, donc ça a duré un certain temps, on travaille encore sur ces données-là. Il y a eu aussi une rencontre avec un psychologue américain qui s'appelle William Hurst, qui a travaillé sur le 11 septembre, avec des questionnaires, il a envoyé des questionnaires, pendant 10 ans il a dépouillé des questionnaires. Bon, ça c'était aussi très, très intéressant et très formateur. Et puis, il y a eu janvier 2015. Janvier 2015, Charlie Hebdo, Hypercacher, Montrouge, vous vous souvenez. Et donc, et là, on a commencé à se dire, petit groupe, au lieu de regarder la Deuxième Guerre mondiale, c'est passionnant. C'est passionnant surtout pour les Normands. C'est vraiment très intéressant, parce qu'on a plusieurs types de mémoire qui cohabitent. Et c'est vraiment ça qu'on voulait capter. Alors, Deuxième Guerre mondiale, 11 septembre, c'est un peu plus près de nous, en tout cas temporellement. Et puis, Charlie Hebdo, Hypercacher, Montrouge, etc. Il y a un événement manifestement majeur que l'on vit. Et comment l'histoire va se construire? On a commencé à réfléchir à ça. Puis on n'a pas bougé parce qu'on est un peu fainéant, donc on est allé faire autre chose. Et puis il y a eu 13 novembre. Alors 13 novembre, on a vu, comme vous tous, on a vu que c'est un événement très important. Il y avait des indicateurs pour ça. Et puis on était mobilisés et puis on a été quelque part stimulés. Et en
particulier par une personne qui s'appelle Alain Fuchs, qui était Alain Fuchs, vous connaissez peut-être son nom, c'était à l'époque le PDG du CNRS, qui, donc 13 novembre 2015, fin novembre 2015, il a envoyé une lettre à la communauté scientifique en disant il faut que les chercheurs répondent à cette situation-là. Et je vous aiderai, enfin, il y aura un appel d'offres, on va formaliser tout ça. Et donc on lui a écrit, on lui a répondu. On lui a dit voilà ce qu'on fait sur la Deuxième Guerre mondiale, il connaissait déjà. Parce que ce qu'on faisait sur la Deuxième Guerre mondiale, c'était financé dans le cadre de ce qu'on appelle un équipex. Je ne vais pas trop vous embêter avec tous ces trucs-là, mais c'était un truc assez visible. Vous voyez, c'était un équipement d'excellence, et l'emprunt Sarkozy, etc. Donc il connaissait ça. Donc, on lui a dit voilà ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire sur la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'on voudrait, c'est transposer de façon prospective à ce qui va se passer. Comment la mémoire va se construire. Et là, il nous a dit, c'est bien, il nous a répondu tout de suite, et il nous a dit, venez me voir le 4 janvier 2016. 4 janvier, c'est début d'année 2016, à 8h30 dans mon bureau, rue Michel-Ange. Donc, et on est arrivé avec un document, et c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est comment les choses sont allées extrêmement vite. En un mois, quasiment, on a échafaudé quelque chose, puis après, il y a eu la mise en place, et tout ça est assez singulier. Alors, 13 novembre, c'est quoi? C'est 7 études. D'abord, il y en a eu 5, puis il y en a eu 2 autres qui se sont rajoutées. Et je vais vous parler de 3, surtout vous parler de 2, mais je vais parler un petit peu de celle-là. Alors, l'étude 1000, je vais vous expliquer ce que c'est. Remember qui se fait ici à Caen, dans le petit bâtiment qui se trouve à côté, là, le petit bâtiment blanc, et puis à Cicéron. Bon, ESPACE, c'est une étude de santé publique par Santé publique France, bon, qui joue un rôle en tant que tel, mais qui aussi joue un rôle parce que ces médecins, ces chercheurs et ces médecins parisiens avaient travaillé sur une autre étude qui s'appelle Impact, qui était les impacts de janvier. Donc en fait, ils avaient déjà toute une méthodologie extrêmement intéressante, ils avaient un réseau, tout ça. Ils nous ont énormément aidés, et puis parce qu'en plus, ils étaient parisiens, et ça se passait à Paris. Bon, le CREDOC, je vais vous en parler. Bon, et puis ensuite, les médias, analyse des médias avec l'INAR. Le monde scolaire, c'est tous les aspects, minutes de silence, etc. Et puis les productions, ce sont tous les livres qui peuvent sortir et autres productions artistiques. Voilà. Alors, ça, je vous montre cette diapo-là parce qu'elle est jolie. Et c'est pas moi qui l'ai faite, je suis capable de faire ça. Et vous voyez toutes les disciplines. Je n'ai pas retouché ce matin, je n'ai pas rajouté les titres pour vous faire plaisir, elle est comme ça. C'est toutes les disciplines qui vont travailler ensemble. Alors, ça, c'est une spécificité. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'on se connaissait en amont. Parce que quand vous mettez dans la même salle déjà des sociologues, des historiens, j'ai vu que c'était des fois compliqué, quand il y a des psychologues, des neuroscientifiques, des médecins de différentes disciplines, des big data, etc., c'est quand même très compliqué. Mais c'est très amusant. C'est très amusant et donc l'idée là, c'était que ce programme il soit transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il soit échafaudé par des chercheurs d'horizons divers, et le but étant de recueillir des données qui seront ensuite exploitables par ces chercheurs, qui viennent d'horizons divers. Alors, l'étude 1000, c'est un peu le cœur du dispositif. L'étude 1000, c'est 1000 personnes. Ce sont des témoignages de 1000 personnes touchées de loin, de près ou de loin par les attentats du 13 novembre. Alors ça, ça a été une décision très rapide de s'intéresser à 4 cercles. Alors ne me demandez pas pourquoi 5. Il y a des questions que ce n'est pas la peine de me poser, je ne pourrais pas répondre. On est arrivé à ça, en espèce de, vous voyez, Alors, cercle 1 sont les personnes directement exposées aux attentats. Si vous avez des questions, je reviendrai là-dessus, sur qu'est-ce que c'est qu'une personne directement exposée, parce que sinon ça va m'entraîner trop loin. Cercle 2, on s'éloigne un peu. Ce sont des habitants et des usagers des quartiers visés. Ce ne sont pas des personnes qui étaient présentes au moment des faits. Par contre, ce sont des personnes qui ont une relation privilégiée, soit qui habitent là, soit qui travaillent dans les quartiers.
Ensuite, on s'éloigne, c'est le reste de Paris et puis la périphérie. Et puis, on s'éloigne encore, 3 villes de province. Alors, Caen, c'était assez évident, parce qu'il y a une partie de la recherche qui se fait là, donc c'était plus simple de prendre des canets. Et puis, 2 autres villes, parce que c'était d'autres endroits sur la carte, et puis il y avait des labos qui étaient prêts à réagir. Un labo de sciences humaines, à Metz, et puis un labo de l'INSERM d'épidémiologie, notamment Montpellier. Alors, l'autre diapo importante, c'est celle-là, c'est l'aspect longitudinal. La mémoire elle va se construire de façon longitudinale. Et tous les examens que j'expose là, à quelques exceptions près, ils vont être répétés. Alors, premier temps de l'étude, donc c'est 2016. Alors, pour certaines études, on va mordre un petit peu sur 2017. Deuxième temps, 2018, et on va mordre un peu sur 2019. Alors, ces 2 temps-là, ils sont passés. Les données ont été recueillies. Troisième temps, c'est en principe 2021. Je dis en principe parce qu'à chaque fois, il faut retrouver des sous pour faire l'étude. Et puis, quatrième temps, 2026. Donc, on sera à 10 ans du premier temps. Puis 2028, on se donne 2 ans pour analyser les données. Alors, c'est quoi les témoignages? Alors, ce sont des entretiens filmés. Des entretiens filmés, là, semi-directifs, c'est-à-dire qu'il y a un guide extrêmement précis, qui fait une quarantaine de pages, qui a été élaboré vraiment par des chercheurs d'horizons extrêmement variés. Et il est filmé en partie. Il y a une partie hors caméra. Et schématiquement, les questions, c'est racontez-moi le 13 novembre. Donc il y a l'événement 13 novembre pour la personne. Et puis il y a les causes pour la personne, selon la personne, et les conséquences selon la personne. En gros, le guide, il tourne autour de ça. Alors ce guide, il est confidentiel, dans le sens où les personnes vont être amenées à témoigner à nouveau, à plusieurs reprises. Vous n'allez pas le trouver sur Internet. Alors, les films se font dans des conditions optimales, soit dans les studios de l'INA à Bry-sur-Marne, pour les personnes qui sont à Paris, pour la majorité des personnes qui sont à Paris, soit grâce à l'agence image du ministère de la Défense qui se déplace dans les différents lieux, dans les villes de province, et puis pour les personnalités qui se déplacent, ils ont mis en place des studios dans les différents endroits, je crois à la mairie de Paris, par exemple, ou à l'Élysée, etc., quand on interviewe des personnalités politiques. Et l'INA assure l'ensemble, disons, à la responsabilité de ces entretiens. Cette diapo-là, c'est juste pour vous montrer les chiffres, mais je vais pas la commenter. Hein, donc, les personnes qui sont venues, on pourra revenir sur ces points-là. Pourquoi les personnes sont venues, dans un premier temps, comment on a communiqué pour qu'elles viennent, et pourquoi et comment elles sont revenues une deuxième fois, puisqu'on a ces chiffres-là. Bon, ce sont des chiffres qui sont considérables. Et en termes de temps d'entretien, pour la première phase, c'est-à-dire de 2016, c'est 1450 heures d'entretien. Alors, cette diapo-là, ne me demandez pas de la commenter, mais si vous avez l'occasion de visiter l'INA, moi je connaissais les bureaux à Paris, mais je ne connaissais pas l'INA, la grande structure, visiter l'INA. On se dit encore, en France, on a des outils incroyables. Et donc l'INA fait tout ça. Et alors, c'est aussi un point très important, c'est que ces données-là, vous voyez, elles deviennent patrimoine de la nation, hein, il y a une dimension patrimoniale dans ce travail. Alors, et la question qui se pose, c'est ça, c'est très bien ça. La question qui se pose, c'est que ces données, elles doivent être archivées, sécurisées, et puis en même temps, elles doivent être mises à disposition des chercheurs, parce elles ont été fabriquées en quelque sorte pour ça. Et là il y a une situation qui est compliquée. Alors, là aussi, il y a un point qui est très important. Donc on enregistre les visages, on enregistre les voix, on enregistre le texte. Les visages, on va les laisser de côté pour l'instant, parce que ça pose des problèmes spécifiques, compliqués, techniquement, y compris l'analyse, tout ça.
les visages sont là. On va travailler d'abord sur les textes. Les textes, il faut les transcrire. Il faut les mettre en écrit. Alors, il y a des machines pour ça. Ça marche plutôt bien. Mais il faut tout vérifier. Parce que les machines, elles font des bêtises. Donc elles retranscrivent mal, elles font des bêtises. Et ce travail de retranscription, c'est un travail terrible. Parce que c'est pas rien. C'est des témoignages qui sont terribles. Certains sont terribles. Et donc, on a mis en place tout un système pour que ces personnes qui retranscrivent soient surveillées, soient prises en charge si besoin, etc. Vous voyez, ça aussi, c'est un... Ce programme, c'est bien sûr, c'est un programme de recherche, donc il fallait convaincre très vite les décideurs qu'il fallait faire le programme, que ça allait apporter des éléments à la connaissance très importants. Bon, ça, c'est ce qui guide le chercheur. Et puis, sur le même niveau, ne pas nuire aux participants, ne pas nuire aux personnes qui participent à la recherche. C'est ça qui... On a trois choses dans notre tête, c'est ça. Vous voyez là. Puis, alors c'est un peu plus que de transcrire, hein. C'est pas simplement vérifier qu'il y a une correspondance phonème-graphème, c'est aussi faire des petits textes de résumé, etc., qui seront destinés, là encore, à des chercheurs d'horizons divers. Je ne sais pas ce qu'ils chercheront. Les gens qui vont venir dans 20 ans, qui vont s'intéresser à ça, je ne sais pas à quoi ils vont s'intéresser. Donc il faut qu'ils aient des accès, donc il faut des petits résumés, etc. Donc il faut pas simplement vérifier la transcription, mais il faut accéder au sens de tout ce qu'on trouve dans ce résultat. Alors, là je vais aller vite parce que je sors un tout petit peu du cadre, hein, du trouble de stress post-traumatique, mais c'est une des études qui est intéressante parce qu'on a déjà des résultats. On a déjà des résultats et c'est une façon, c'est pas la seule, c'est une façon de capter la mémoire collective. La mémoire collective qui s'écrit à partir du 13 novembre. Alors, le CREDOC, certains d'entre vous connaissent, hein, on écoute ça le matin, telle étude a été faite par le CREDOC, tout ça. Enfin, moi j'ai mon antenne radio de préférence et souvent j'aime bien entendre ça, parce que c'est un peu le pouls de la société française depuis 40 ans. Des grandes enquêtes d'opinion très bien faites sur 3000 personnes face à face. Là aussi, c'est un dispositif assez étonnant. Et ce qu'on a pu faire avec eux, c'est injecter, vous voyez, dans cette grande enquête au long cours, des questions sur les attentats du 13 novembre. Donc on a les réponses à ces questions spécifiques, mais on les a, vous voyez, dans un cadre plus large. Alors ça, c'est tout à fait passionnant. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que ce serait vraiment long, mais il y a une première enquête qui est faite au mois de juin. C'est toujours au mois de juin. Et donc il y a 2016-2018. Donc 2016, c'est ce qui est plus clair, 2018, c'est ce qui est plus foncé. Et là, la question, c'est quels sont les attentats qui vous ont le plus marqué depuis l'an 2000. Donc, 13 novembre, ici. Vous voyez que 13 novembre reste stable entre les deux temps. Bon. Entre les deux, il y a Nice, qui est survenu ici, hein, le 14 juillet 2016 à Nice. Ici, c'est le 11 septembre, vous voyez, qui régresse progressivement, le 11 septembre américain, parce que vraisemblablement, parce qu'il est loin, spatialement. Ici, c'est janvier. Janvier, vous voyez, il y a un net recul. Il y a un net recul. Et alors, derrière tout ça, on a des verbatims. On a des choses que je ne peux pas vous montrer là. Très, très intéressantes, les verbatims. Je vais y revenir tout de suite après cette diapo-là. Autre question, pouvez-vous citer précisément les différents endroits où ont eu lieu les attentats donc, du 13 novembre? Alors pareil, les deux mêmes dates, Bataclan. Alors Bataclan, il régresse un petit peu, mais il reste figure de proue. Paris, vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Paris. Stade de France, c'est presque fini. Et les terrasses, c'est presque fini. Et puis tout le reste, c'est très flou. Donc, si on résume, c'est quoi les attentats de ces dernières années? 13 novembre, Bataclan. Il y a des personnes qui vont être dedans, les victimes qui
qui vont être dedans, puis il y a les victimes qui vont être à l'extérieur. Et ça, c'est un bon reflet de la mémoire collective. Quand vous parlez avec les gens, quand vous écoutez la télé, la radio, c'est le Bataclan. On ne parle plus des terrasses, c'est fini. Ça, c'est très important. Comment se construit la mémoire collective et comment... Alors, ce n'est pas un oubli, hein, c'est des mémoires fortes, des mémoires faibles. Il y a une deuxième enquête, je ne les mets pas sur le même plan parce que ce n'est pas la même méthodologie. Il y a une autre enquête qui est faite par le CREDOC au mois de janvier. Sauf qu'elle est faite en ligne, donc on ne peut pas les mettre complètement sur le même plan. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en janvier. En janvier, qu'est-ce qui se passe? En janvier, ben, on parle à nouveau de Charlie Hebdo, etc. Et donc là, vous avez le Charlie Hebdo qui remonte. Le Charlie Hebdo hyper caché à Montrouge qui remonte. Donc on a des temporalités comme ça dans la construction de la mémoire collective. On a le temps long, on voit comment savoir ce qui va se passer sur le temps long. Et puis on a les mémoires qui sont derrière, qui sont prêtes à se ressurgir s'il y a un événement qui sert de déclencheur, qui sert d'indice. Alors, si je voulais vous parler des verbatims, mais après cette diapo-là, c'est plus parlant. Il y a des verbatims de ce genre-là. 13 novembre, oui, alors c'était il y a eu le Bataclan. Et puis après, il y a eu la grande marche des présidents. Et puis il y a eu une marche populaire immense. C'était quasiment comme après la guerre. Qu'est-ce que vous dites de ça? Là, c'est faux. C'est faux. La marche des présidents et la grande marche populaire, c'était après janvier 2015. Alors, vous voyez, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui prend le dessus, et comme il prend le dessus, il va aller chercher des éléments signifiants d'autres événements. Et puis on va faire un amalgame de tout ça. Alors, ça c'est la construction de la mémoire collective. Alors, Remember, c'est l'étude, une des études biomédicales, parce que l'étude de santé publique, c'est aussi une étude biomédicale avec CPP, etc. Alors que l'étude 1000, dont je vous ai parlé, bon, le CREDOC, c'est pas du tout biomédical, hein, c'est une enquête d'opinion. L'étude 1000, on interroge des personnes, on propose des questionnaires, etc. On était un peu à la limite. Donc on a demandé conseil au comité d'évaluation éthique de l'INSERM, Christine Desquet, etc., qui nous ont énormément aidé. On a fait des gros dossiers, 350 pages, bon, tout ce qu'il faut, quoi. Mais puis on a eu beaucoup de réunions, mais ça a été très bien. Donc l'étude 1000, ce n'est pas une étude CPP, là c'est une étude CPP. Alors, je reviens en arrière. Donc décembre 2015. On sait qu'on va rencontrer Alain Fuchs, et puis d'autres personnes après lui. Donc il va falloir convaincre. On avait déjà cette idée de grands questionnaires, etc. Et puis, on voulait mettre en place une étude biomédicale qui sera à Caen, parce qu'ici on avait les infrastructures, etc. Parce qu'on n'est pas trop loin de Paris quand même. Et on mettait l'imagerie cérébrale, parce que c'est une méthodologie qui permet de comprendre des phénomènes, mais pas que ça, hein, mais c'est quand même une méthodologie très intéressante. Et donc on veut mettre l'imagerie cérébrale au cœur du dispositif. Ça, c'est un choix. Et puis, deuxième choix, dans cette étude d'imagerie, on va faire des activations. Vous voyez, on va proposer des tâches aux personnes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme tâche? On va travailler sur la mémoire. On considère que, je vais y revenir, on considère que le trouble de stress post-traumatique, qui est la pathologie la plus fréquente chez des personnes qui vivent comme ça un événement traumatique, on considère que c'est un trouble de mémoire. Donc on va essayer de cerner ce trouble de mémoire. Et là il y a eu des questions très, très importantes qui ont été traitées relativement vite. Donc à partir du consortium de chercheurs, et puis en faisant appel aussi à des collègues étrangers. Alors, je vais y revenir. Et cette diapo vous permet de comprendre déjà que ce qui va nous intéresser, c'est, dans ce trouble de stress post-traumatique, c'est les mécanismes de contrôle de la mémoire, qui sont manifestement altérés, modifiés. Et puis, vous retrouvez les 4 cercles, et on ne va pas travailler sur 1000 personnes. Là,
le projet est déjà un peu fou, mais faire venir 1000 personnes à Caen, faire des IRM à Cicéron, tout ça, là, on se serait fait jeter par tous les décideurs, même les plus sympathiques. Donc, on fait un choix cornélien, on travaille sur à peu près 200 personnes, des personnes du cercle 4, alors uniquement des gens de Caen, c'est-à-dire qu'on ne fait pas venir les gens de Metz ni de Montpellier, parce qu'on ne va pas en rajouter, c'est déjà assez compliqué tout ça, on fait venir des gens de Caen, et on va commencer avec les Canets, ce qui nous permet un peu de rôder la machine, avec les Canets étant des sortes de sujets de contrôle, hein. C'est plus loin. Et puis, 120 personnes dites exposées. Donc, ils sont majoritairement des Parisiens, des gens de la région parisienne qui vont venir à Caen. Ce qui pose aussi un problème, vous voyez, le fait qu'elles viennent à Caen. Ces personnes viennent à Caen. Ce qui n'est pas forcément simple pour quelqu'un qui a un trouble de stress post-traumatique de venir prendre des moyens de transport, tout ça, venir avec la famille, sans la famille, tout ça. Il y a toutes ces questions-là qu'il a fallu traiter. Alors, si j'avais rajouté tout à l'heure cette diapo-là, comme tu m'avais donné royalement beaucoup plus de temps, parce que je me dis, vous connaissez peut-être pas le trouble de stress post-traumatique, c'est quoi? Alors, c'est d'abord est exposé à un événement traumatique, alors il y a des critères, hein, je ne détaille pas, et puis ensuite il y a des critères cliniques, c'est-à-dire que la personne va être soumise en quelque sorte à des intrusions, c'est des images qui reviennent dans son esprit, dans sa conscience, des images au sens large, hein, c'est pas forcément des images visuelles, ça peut être des bruits, ça peut être des odeurs, etc. Et qui sont très très envahissants. Et la personne va se protéger contre ça, et puis elle va tellement se protéger qu'elle va fabriquer en quelque sorte un autre symptôme, une sorte de carapace autour d'elle. Et puis ça va entraîner des altérations négatives de la cognition, de l'humeur, etc., des réactions neurovégétatives, etc. Puis ensuite, il y a des critères, ça dure plus ou moins longtemps, ça entraîne une souffrance, etc. Et ce qui est important dans ce syndrome de répétition, c'est on parle parfois de souvenirs traumatiques. Ce ne sont pas vraiment des souvenirs. C'est-à-dire que quand vous avez un souvenir d'un événement, vous avez l'impression de revivre l'événement. Par exemple, ce que vous avez fait hier soir, je sais pas, vous avez fait des visites, je sais pas, vous avez le souvenir, oui, c'était plutôt sympa, vous avez trouvé des gens, tout ça. Mais vous savez que c'était hier soir. Alors que dans ces intrusions qui se présentent à la conscience de la personne, c'est à nouveau le présent. Vous voyez. C'est ça une des grandes différences. Donc c'est ça qu'on voulait étudier. Ce qu'on voulait étudier dans cette grande étude, c'était ces mécanismes et le fait donc, que ces intrusions surviennent, et puis ensuite que la personne soit ou non capable de les réguler, hein, de les inhiber, en quelque sorte. Oui, donc là j'avais un petit peu détaillé justement les intrusions. Reviviscence, hein, une sorte d'imprévu, involontaire, très émotionnel. C'est pas un souvenir au sens strict, hein, je viens de vous dire, et ça va contribuer. TSPT, c'est trouble de stress post-traumatique. En anglais, c'est PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Voilà. Bon, ça c'est pour faire joli, mais ça, je vous ai à peu près raconté ce qu'on a voulu faire. Alors, comment on a choisi le paradigme? Parce que dans l'IRM, il y a plusieurs choses. Il y a une partie anatomique classique, une IRM anatomique, il y a des aspects plus pointus sur certaines régions du cerveau qui nous intéressent, les hippocampes, les amygdales, etc. Il y a ce qu'on appelle la DTI, c'est-à-dire les connexions entre les différentes régions du cerveau, une IRM fonctionnelle au repos, et puis il y a l'IRM d'activation. Tout ça faisant 1h30 d'IRM. Vous voyez, c'est assez considérable. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme paradigme? Alors là, il y a eu plein de discussions. Et puis il y a eu une opportunité. Il y a un jeune chercheur qui s'appelle Pierre Gaillard, chercheur INSERM, qui avait travaillé sur le multibrain. Avant, il avait fait sa thèse ici avec moi. Il était parti en Angleterre, à Cambridge. Et à Cambridge, il a appris un paradigme. Alors, pas du tout dans le cadre du PTSD. Mais il a appris un paradigme, il a mis en place en imagerie cérébrale, il a contribué, disons, à la compréhension physiologique de ce paradigme. Alors, ce paradigme s'appelle le think, no think. Penser, ne pas penser. Et le
consortium de chercheurs s'est mis d'accord sur le fait que c'était certainement un bon candidat pour mesurer ce que l'on voulait mesurer, évaluer ce que l'on voulait évaluer, dans le respect des personnes. Parce que, bon, je ne vais pas dire à des spécialistes d'éthique, on n'a pas longtemps réfléchi au fait qu'on n'allait pas faire venir les traumatisés de Paris pour leur montrer des images du Bataclan ou des terrasses. Ça, c'était assez facile. La réponse à la question était assez facile. Ce qui était beaucoup plus compliqué, c'était de trouver un paradigme qui nous permette d'étudier ces mécanismes. Il fallait quand même avancer. Et puis il fallait qu'on était, je dis, décembre 2015, on n'avait pas un sou, et il fallait convaincre Alain Fuchs, PDG du CNRS, mais tout le CNRS. Ensuite, Yves Lévy, PDG de l'INSERM. Il fallait qu'ils soient d'accord tous les deux. Et puis après, une kyrielle de décideurs, le CDI, le Grand Emprunt, etc. L'ancien PDG de Renault, etc., de la SNCF, etc. On se retrouvait devant ces gens-là. Donc il fallait que ce soit fluide en plus, que ce soit assez facile à expliquer. Alors, on est arrivé à ça. Signe de signe, c'est quoi? Penser de non penser. Vous allez voir, c'est très simple. C'est en fait créer, à un moment donné, une intrusion expérimentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez dans votre tête un truc qui devient automatique. Alors, il ne faut pas que ce soit un concept. Parce que ça a été décrit en psychologie sous le nom du paradigme de l'ours blanc. Si je vous dis de ne pas, ne le faites pas, hein, surtout. Si je vous dis de ne pas penser à l'ours blanc, toute la journée vous allez penser à l'ours blanc. Parce que c'est l'ours blanc qui est plus fort que vous. Parce que si vous l'activez dans votre conscience, et après, si vous essayez de chasser l'ours blanc, c'est terminé. Toute la journée, c'est comme les chansons qu'on a dans la tête, vous savez, tout ça, c'est horrible. La subtilité du think tank, c'est qu'on travaille sur une association entre deux concepts. Puis après, il y a des petits raffinements méthodologiques sur lesquels je ne m'étends pas, mais c'est vraiment l'idée. C'est-à-dire qu'on crée une association entre deux concepts totalement neutres. Bateau-maison. 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 Par exemple, il y a 60 duos comme ça de concepts, et on propose le premier concept sous la forme d'un mot, et le deuxième sous la forme d'une image. Et puis on apprend. Du moins, on fait apprendre à la personne. Ça dure à peu près 1 heure. C'est une sorte de bourrage de crâne. Et au bout d'un moment, on vérifie que quand la personne lit le mot bateau, paf, et dit c'est irrépressible, j'ai la maison qui arrive. C'est ça, l'intrusion expérimentale. Vous voyez, c'est un traumatique. C'est-à-dire que 2-3 jours après, la personne, elle n'y pense plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est on apprend à la personne, ensuite on commence les IRM, et à un moment donné, pendant l'IRM, il y a plusieurs situations expérimentales. Et il y en a une qui nous intéresse beaucoup, il y en a une où le mot est écrit en vert, bateau écrit en vert. À ce moment-là, on voit l'image arriver dans le cerveau de la personne. Et il y a l'intrusion qui arrive. Deuxième situation expérimentale qui nous intéresse, le mot est écrit cette fois-ci en rouge. C'est là la situation intéressante. Le mot est écrit en rouge, c'est-à-dire qu'il active l'image, d'accord? L'image, elle arrive, et la personne doit en même temps la réfréner. On est vraiment dans la situation de la capacité, qu'a ou non le sujet, à réfréner l'intrusion. Et donc c'est ça qu'on a mis en place. Ça, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pareil. Je ne suis pas l'auteur de... C'est un peu excessif d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment ça ne se passe pas comme ça, hein, c'est pas gommé. Alors, maintenant de façon très opérationnelle, comment ça se passe? L'étude Remember, dont je suis en train de vous parler, c'est une étude ancillaire de l'étude MIL. Ancillaire, ça veut dire que les gens sont tous rentrés dans l'étude MIL, et certaines personnes, sur certains critères, notamment d'âge, des choses comme ça, des choses un peu basiques, on leur propose ou non de rentrer dans l'étude MIL, dans l'étude Remember, excusez-moi. Alors, pour les personnes du cercle 4, c'est assez simple, parce qu'on avait fait les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on avait inclus dans l'étude MIL, elle a démarré à Caen en premier ici, des gens qui étaient volontaires pour faire de l'imagerie. Et donc ça nous a permis d'aller très très vite en imagerie.
Par contre, les personnes du cercle 1, les personnes qui avaient été exposées aux attentats, c'était beaucoup plus compliqué. Et là, il y a eu un travail vraiment remarquable de fait par mes collègues qui ont reçu le prix Pierre Simon de l'éthique de la recherche. C'est-à-dire que les personnes qui s'occupaient de l'étude 1000, c'était principalement des enquêteurs venant des sciences sociales, sociologie, anthropologie, etc. À quelques exceptions près, il y avait aussi des psychologues et des psychiatres pour certaines personnes. Et donc on a formé, pas les psychiatres qui connaissaient le PTSD, mais on a formé beaucoup les personnes qui faisaient ces entretiens à Paris. Et puis, ici à Caen, on a recruté une équipe, parce qu'on n'avait pas l'équipe suffisante. Et il y a eu beaucoup d'interactions entre ces deux équipes. D'abord, on a fait en sorte que les personnes se connaissent, hein, les enquêteurs et les neuropsychologues, les psychiatres d'ici se connaissent. Puis ensuite, il y a eu énormément de téléphones. L'idée, ce à quoi je veux en venir, c'est qu'il fallait absolument éviter, et on l'a évité, que des personnes viennent de Paris, arrivent ici, dans le bureau du médecin pour la visite médicale d'inclusion, et puis que le médecin, pour une raison X, Y, Z, dise à la personne, bah non, vous ne pouvez pas rentrer dans l'étude pour telle ou telle raison. Parce que vous imaginez la démarche mentale que fait la personne pour venir à Caen pour ce genre d'études. Alors, c'est tout ça, si on a un petit peu de temps, si je ne dépasse pas trop longtemps, c'est tout ça, je voudrais qu'on discute à la fin. Hein, tous ces choix des personnes, d'aller témoigner à l'INA, de venir ici à Caen après, etc. Alors, comment se passent les 2 jours à Caen? Premièrement, ils sont accueillis à la gare, pour ceux qui viennent à la gare, par les chauffeurs de la ville de Caen. Ce sont les voitures officielles de la ville de Caen qui les attendent et qui les emmènent au laboratoire ou à Cicéron ou à l'hôtel s'ils arrivent le soir. Il y a tout un... On a beaucoup soigné l'accueil. Et dans les petits mots dont je vous parlerai, que nous envoient les participants, il y a souvent un petit mot sur les chauffeurs. Bon, ils nous disent qu'on est sympa, que l'équipe est sympa, mais les chauffeurs, c'est au-dessus. C'est vraiment ce qu'on voulait. Alors, donc là, il y a des évaluations psychopathologiques que je ne détaille pas, qui conduisent à un diagnostic qui n'a pas été fait en amont. Hein, vous avez bien compris que l'étude 1000, ce n'est pas une étude biomédicale. On ne fait pas de diagnostic dans ces entretiens sur la mémoire du 13 novembre. Le diagnostic, il est fait là. Puis il y a des tas d'échelles, etc. Ensuite, il y a toute une partie neuropsychologique qui se fait ici dans mon labo à côté, assez sophistiquée, c'est de la neuropsychologie assez pointue avec des eye trackers, etc. Des choses compliquées. Et puis le lendemain, c'est l'imagerie, alors avec cet apprentissage de sync-no-sync, hein, les instructions, tout ça, on vérifie tout ça. L'imagerie proprement dit 1h30 et des briefings après. Alors, théoriquement, les personnes, donc on les a vues en première phase, deuxième phase, ça s'est fait. Théoriquement, on les verra une troisième phase. Et ce qu'il faut retenir, c'est ce petit schéma-là. Sur le plan scientifique, c'est très très intéressant. Donc on retrouve nos 72 canets, eux ils ne posent pas de problème particulier. Et puis il y a les 120 exposés, vous voyez, aux attentats de Paris. Et en fait, schématiquement, la moitié, au moment où on les voit, la moitié a développé un trouble de stress post-traumatique, l'autre moitié n'a pas développé ce trouble de stress post-traumatique. Et ça, vous voyez, c'est une configuration quasi unique. Parce que dans les études biomédicales qui portent sur cette pathologie, eh bien, on inclut d'abord des patients qui ont un trouble de stress post-traumatique, puis on les compare à des contrôles. Il y a des contrôles simples, normaux, hein, si on utilise les mots qu'on peut. Là, vous voyez, on a cet appariement. Alors, il est incompréhensible comme ça, mon tableau, mais c'est juste pour vous faire comprendre que ce qui va nous intéresser là, à partir de ce tableau de résultats, c'est d'apparier au mieux les personnes en termes d'exposition. C'est-à-dire qu'on va les apparier 2 à 2, 2 personnes qui étaient au Bataclan, qui ont vécu à peu près la même chose au Bataclan, parce qu'il y a plusieurs endroits dans le Bataclan, je ne suis pas rentré dans ces détails. Oui.
et on fait en sorte de les apparaître. C'est-à-dire que les personnes ont vécu le même événement, et pourtant certaines d'entre elles ont développé une psychopathologie ou tenté, et d'autres ont mis en place des mécanismes de résilience. On appelle ça comme on veut, là aussi. En tout cas, elles ne sont pas malades. En tout cas, elles ne sont pas malades, elles n'ont pas de symptômes avec toutes les échelles psychiatriques, etc. En tout cas, c'est validé par les examens des psychiatres. Alors, ça, c'est quelques résultats, mais ce n'est pas vraiment l'objet de mon topo. C'est des premiers résultats où on montre, alors on trouve les trois groupes de personnes, ceux qui ont un trouble de stress post-traumatique ici, et puis ici les non-exposés ici, et puis ici les exposés qui n'ont pas le syndrome. Et donc là, c'est la densité d'une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, et donc on découpe cet hippocampe en différents morceaux, et on voit que certaines régions, en fait, ont diminué de volume, enfin, en tout cas ont un volume plus petit chez les personnes qui souffrent d'un trouble de stress post-traumatique. Ça, c'est un résultat qui est important, dont on attend les résultats d'une très grande revue scientifique. Et c'est, je ne vais pas vous détailler les résultats parce que ce serait trop long, mais l'idée, c'est le mot écrit en rouge. Le mot écrit en rouge, la personne va inhiber. Et donc, il y a les trois groupes de personnes. Il y a les non-exposés ici, il y a les exposés qui n'ont pas, là c'est écrit syndrome de stress post-traumatique. Et puis ici, c'est ceux qui ont un syndrome de stress post-traumatique. Schématiquement, qu'est-ce qu'on montre dans ces résultats-là? C'est des analyses de connectivité un petit peu compliquées. C'est que les personnes qui n'ont pas été exposées, et surtout, beaucoup plus encore, celles qui ont été exposées et qui n'ont pas développé la psychopathologie, ont des mécanismes de contrôle extrêmement forts, extrêmement structurés. C'est-à-dire qu'ils vont être capables, avec leur cortex frontal, de contrôler les régions du cerveau qui sont impliquées dans l'émotion, dans la mémoire, etc. En fait, quand l'image arrive, ce qu'il faut qu'elle arrive, quand l'image arrive, ils bloquent l'image. Ils ont une capacité de contrôle, vous voyez, de leur cerveau, redoutable. Qu'est-ce qui se passe chez ceux qui ont un trouble de stress post-traumatique? En fait, ils activent toujours cette région. Ils sont sans arrêt dans le contrôle. Si bien que quand l'image arrive, bah, c'est déjà trop tard. Le jeune collègue qui fait toutes ces analyses, qui s'appelle Pierre Benpin, il prend l'image, bon, ça vaut ce que ça vaut, de Federer. Bon, chacun ses héros. Federer, on considère que c'est un des meilleurs joueurs au monde en tennis. C'est-à-dire qu'il va monter au filet avant que l'adversaire ait déjà frappé la balle. Il a anticipé. Et donc il monte au filet à bon escient. Et donc il remporte le point. Le patient qui a un trouble de stress post-traumatique, il est au filet tout le temps. Donc évidemment, les balles passent. C'est un peu ça. Hein. C'est une image, mais c'est un peu ça. Bon, ça c'est ce que je viens de vous raconter avec des moyens un peu plus rudimentaires, mais c'est ça. Alors ça c'est très intéressant. Là, parce que ce que je vous ai montré, c'est les résultats de la phase 1. Hein, le temps T1, 2016, le temps d'être exploité. 2016, on a mordu un peu sur 2017, parce qu'il y a l'étude 1000. L'étude Remember, elle se fait après, hein, donc il y a déjà un décalage. Et puis c'est plus long de faire passer des IRM. Il y a 200 personnes, il y a d'autres protocoles qui tournent à Cicéron, etc. Enfin, il y a toutes ces contraintes-là. Ça, c'est le temps T1 et le temps T2. S'il y a des sociologues dans la salle, vous allez voir que le taux d'attrition, ici, pour les non-exposés, alors il y a des étudiants qui déménagent, ça existe, qui déménagent au sens premier du terme. Et puis, il y a les exposés, alors il y en a qui partent aussi. Alors il y a beaucoup de gens qui déménagent au sens premier du terme, et de gens de couples qui veulent en éclat, etc. Ça, c'est une autre réalité dont je n'ai pas le temps de vous parler là. Et ce qui est très important, vous voyez, c'est que ce taux d'attrition, il est exceptionnellement faible. C'est-à-dire que les personnes qui sont venues au temps T1, qui sont venues à Caen, qui nous ont écrit des choses, parfois assez terribles, qui sont revenues au temps T2. Alors les choses assez terribles,
en fait, elles ont deux occasions d'écrire. C'est dans le protocole de l'étude 1000. À la fin, elles peuvent mettre un petit mot. Ça se passe à l'INA, par exemple, ou dans les différents sites. Et il y a un petit mot dont je me souviens, parce que il se fait qu'on a, dans l'étude 1000, on a quelques personnalités, dont le président de la République de l'époque, François Hollande. Donc ça, c'était en décembre 2016. Et donc, on lui a remis un livre d'or. C'était un livre d'or un peu particulier, c'était les productions anonymisées des participants, certaines d'entre elles. Il y en a une, c'était écrit gros, c'était écrit c'était dur, oui, en gros, mais je suis sorti apaisé. Et c'est assez amusant parce que François Hollande, il n'avait quand même pas beaucoup de temps à la fin de l'entretien, et il a feuilleté le livre d'or, et tac, il a mis son doigt sur c'était dur, écrit en gros, et je me suis senti apaisé. Alors, ça, c'est une première possibilité que les personnes ont. Puis l'autre possibilité, c'est qu'ils envoient des petits mots. En revenant au camp, c'est-à-dire que si vous prenez le train pour aller à Paris, vous verrez que souvent, on a du temps. Ça arrive même qu'il y ait quelques longueurs. Des fois, on reste un petit peu à Mésidon, ce qui est quand même un paysage assez agréable. Donc, nous écrivent des petits mots, soit par mail, soit par écrit, manuscrit. Ça, c'est assez... Pourtant, ce sont des jeunes de 30-35 ans, je pense qu'ils n'écrivent pas souvent. Enfin, je fais des projections. Mais ils font des lettres. C'est là qu'ils nous parlent des chauffeurs, etc. Faudrait que je m'arrête pour bien faire. Oui, donc je vais m'arrêter. Simplement, dire que le T3 sera différent du T1 et du T2. Donc c'est un petit peu expliqué là. Donc il va y avoir plus d'analyses qui croisent les données. On est un peu aux confins de l'éthique là, mais c'est-à-dire qu'on protège les données. Oui. On protège l'étude 1000 au CNRS et à l'INA. On protège les données biomédicales parce qu'on est dans une promotion INSERM qui délègue à un partenaire les données. Comment on va croiser tout ça? Ça, en soi, c'est une étude, c'est considérable. Puis ensuite, il faut savoir le faire. Il y a l'aspect réglementaire, puis il y a l'aspect de traitement de données différentes. L'étude 1000, intégration de nouveaux participants, si on a le temps, je vous dirai pourquoi. Remember la piste du GABA. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on estime qu'entre T1 et T2, ce qu'on a exploré en IRM, on va avoir des résultats tangibles. Donc le but, c'est d'arrêter un certain nombre d'explorations qui se révéleraient en quelque sorte inutiles. C'est-à-dire qu'on va prendre beaucoup de temps pour les participants, on va dépenser beaucoup d'argent pour récupérer toutes ces données-là, et donc on veut faire autre chose. Et donc on va plutôt partir sur les aspects moléculaires, vous voyez, du trouble de stress post-traumatique avec une étude en tomographie par émission de positons. Et puis la dernière étude, ce sont les enfants. Juste en 3 phrases, et puis on y reviendra si vous êtes intéressé. Vous avez compris le cadre théorique de l'étude. Mémoire individuelle, mémoire collective, les relations entre mémoire individuelle et mémoire collective. Est-ce qu'un individu se sent en synergie avec la mémoire collective qui s'écrit autour de lui? C'est vraiment ça, le cœur du sujet. Et donc, évidemment, un des moyens de diffusion de l'individuel au collectif et vice-versa, c'est les parents, les enfants. C'est la mémoire transgénérationnelle. Comment tout ça se transmet. Alors, au temps T1, il y a eu beaucoup de discussions avec des chercheurs un petit peu partout, et avec une pression assez forte, notamment des généticiens, et puis des pédiatres, pédopsychiatres, disant il faut absolument, là vous avez quelque chose qui est vraiment bien, mais vous passez à côté de l'essentiel. Si sur le plan fondamental, et puis sur le plan clinique, vous êtes à côté. Parce que, bon, les victimes directes, c'est une chose,
mais il faut faire un programme chez les enfants. Donc on a dit non, on a serré les coudes, on a dit non. Je pense qu'on a eu raison, parce qu'on n'était pas prêts, on n'avait pas les... Je pense on allait à l'échec. Donc on a dit non au tenté 1. Au tenté 2, on a reconsidéré ça, puis on a dit non. Et puis il y a T3. T3 c'est différent. T3 c'est différent parce que les enfants ont grandi. Et puis on a commencé à trouver des gens autour de nous assez convaincants. Et au mois de juin dernier, 2019, on a commencé par interroger, discuter avec les associations de victimes sur ce point-là. On est très proche d'eux, on est très proche de l'association de victimes. Et ils nous invitent à toutes leurs réunions, etc. Et là, on leur a posé la question. On leur a expliqué, on est arrivé avec quelques diapos, puis on a dit voilà ce qu'on pourrait faire, ça. Et là, la discussion a été assez étonnante. C'est-à-dire dans le sens où ce sont eux qui nous ont demandé. Ce sont eux qui nous ont dit, vous savez, ce programme, nous, on y tient beaucoup, pour nous, mais effectivement, il y a le problème des enfants. Et si vous arrivez à mettre en place quelque chose qui vous permette de comprendre ces mécanismes de transmission, ça nous intéresse. Et il faudrait aller au-delà. C'est-à-dire cette transmission, elle n'est pas simplement des parents, enfin, de la cellule familiale, aux enfants, mais il faut l'étendre à d'autres personnes. Après, ça devient compliqué. Il faut l'étendre, par exemple, aux cousins. Il y a un père qui a perdu son fils au Bataclan, parce que c'est comme ça. C'est cet exemple-là, qui dit, en fait, mon fils est décédé, et les relations que j'ai avec mes neveux, mes nièces, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que ça, il faudrait que vous essayiez de comprendre ça. Je ne sais pas si on y arrivera à ça. Parce que ça pose... Alors, c'était ces diapos-là que je vais zapper. Puis je vais finir par les aspects administratifs, mais qui sont pas seulement administratifs. Donc c'est le coportage scientifique de CNRS et l'INSERM, ESAM, l'Université de Paris, qui gérait en fait Matrice, l'équipex. C'est comme ça qu'on a pu aller relativement vite pour mettre en place les choses, puisque le financement, on a obtenu le financement et toutes les autorisations, alors en parallèle, le 14 avril 2016. Vous voyez l'étendue du programme. On a eu tout ça, crac. Et on a commencé l'étude 1000 à Caen, donc au mois de mai, je ne me rappelle plus quel jour, je crois que c'est le 10 mai, je me trompe. Et les IRM dans la foulée. On a commencé les IRM dans la foulée. Alors ça, ce sont les principaux partenaires. Bon, il y en a plusieurs que j'ai déjà cités. Vous voyez, très divers, très diversifiés. Ça, ce sont les labos actuels. Je souhaite évidemment qu'il y en ait d'autres. Et puis là, ce sont les soutiens importants de plusieurs ministères, bon, les mairies, la Normandie, pour la mer, etc. Là, c'est toutes les associations de victimes, dont les deux principales pour 13 novembre, c'est-à-dire Life for Paris et 13-11-15, Fraternité Vérité. Et puis voilà. Et ici, si vous voulez des renseignements, vous pouvez aller sur ces sites-là, notamment le premier, Mémoire 13 novembre, qui est pas mal fait. Vous trouverez plein de choses, vous trouvez le protocole un peu dans son ensemble, et puis différentes informations. Voilà, merci beaucoup. Francis, pour nous avoir exposé clairement un protocole très complexe. Et c'est vrai que c'est rare en France qu'on ait des projets de recherche aussi ambitieux. Et puis aussi, je dirais plus que pluridisciplinaire, tu l'as dit, c'est vraiment la recherche d'une transdisciplinarité, d'un savoir commun à toutes ces disciplines qui sont mobilisées sur un enjeu qui est vraiment essentiel aujourd'hui pour nos sociétés, la compréhension, la transmission de cette mémoire des attentats, et puis un projet qui s'écoule sur une longue durée. Enfin, c'est vraiment formidable. On a un petit temps d'échange. Oui, merci pour votre exposé très complet. J'ai une question à vous poser un peu technique.
manière ou d'une autre aussi l'influence de l'apport des cellules psychologiques qui sont mises en place après les attentats sur la résilience du stress post-traumatique. J'ai pas mis les diapos parce que je pensais avoir un temps court. Et donc, ce qui est très intéressant là, c'est qu'on commence à avoir 2 temps à analyser. Et en même temps, on a donc 2000 pour 2016-2018. En fait, ces résultats-là, on les a évidemment a posteriori. Hein. C'est les entretiens qu'on a avec les personnes dans l'étude Remember. Parce que dans l'étude 1000, c'est pas une question systématique. Il faut aller rechercher dans les verbatims des personnes. Ce qui est un travail considérable, ça a l'air de rien, mais si la personne est par 2h30, elle va parler si évidemment elle a été prise en charge par une CUM, elle va en parler. Mais il faut aller chercher, il faut chercher à quel moment elle a été prise en charge. Et tout ça est quand même compliqué. C'est un problème de ressources humaines, hein, beaucoup ce que je vous dis là. Par contre, dans l'étude Remember, on a des questions spécifiques là-dessus. Donc, qui sont, parce que ça a été élaboré par des psychiatres, et donc là, qui permettent de cerner ce moment-là. Quand est-ce que les CUM sont intervenus, essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement, et puis aussi de cerner les réactions psychologiques de la personne au moment de l'événement. Manifestement, c'est très important. C'est important sur le développement ou non d'un trouble de stress post-traumatique et le fait qu'il dure au 2e temps de l'étude. Ça fait partie des variables pertinentes. Donc, ça, c'est pas publié. Hein, c'est des choses qu'on est en train de regarder avec beaucoup de détails. Il y a eu un mémoire de soutenu cet été qui était très bien fait par une étudiante en médecine ici. Et ça fait partie des éléments positifs. Donc, oui, pour les CUM. Les CUM à la française, avec des gens formés, etc. Merci beaucoup. Je suis Anne Dagnon de Strasbourg et le psychiatre. Je dirais que c'était une clarté dans des choses très compliquées. Alors, plusieurs questions. Je trouve que votre travail et votre projet illustrent parfaitement les questions de proximité et d'interaction clinique-recherche. Parce que, vous dites bien, quand vous avez des verbatims de retour, je pense que les personnes traumatisées disent finalement que ce qui a pu être peut-être thérapeutique, tout étant très attentif au fait que ça ne soit pas péjoratif. Donc je trouve que c'est sûrement très très compliqué à gérer. Ma deuxième question, bien sûr, je suis intéressée par la question des enfants. Est-ce que vous êtes en lien avec l'équipe de Nice, après les attentats de Nice et la recherche qui s'est mise en place? Et la troisième histoire, il y a 2 jours, j'ai été à Metz, au centre Pierre Janet, je ne sais pas si c'est avec qui vous travaillez, et pour une HDR sur la question du traumatisme, du stress post-traumatique, et où était mis bien en évidence le fait que l'hypothèse que les personnes qui font plutôt un stress post-traumatique, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à avoir une résilience, c'est peut-être parce que ça réveille des traumatismes anciens enfouis, plus ou moins enfouis. Et là, c'est là où moi je vois finalement le travail préventif que vous pouvez faire, et en particulier pour les enfants, qui serait de permettre effectivement que l'élaboration de ce qui leur est transmis quand ils sont petits, pour éviter peut-être que à l'avenir d'autres traumatismes soient dévastateurs. Merci pour votre commentaire. Je vais essayer de ne pas oublier les différentes questions les unes après les autres. La première, bon, je pense qu'on est plusieurs dans la salle à avoir ce statut. Je fais de la recherche depuis longtemps. Je fais de la recherche clinique depuis longtemps. Et sur d'autres populations, c'était plutôt ce que vous avez entendu hier matin, les populations Alzheimer, etc. Je pense que quand les patients rentrent dans une recherche, et si on travaille bien, si tout le monde travaille bien, quelque part on aide les personnes. Et moi je suis convaincu de ça. Et quand je
commençais à faire de la recherche, c'était pas forcément évident. La recherche c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Mais pour ça, il faut un savoir-faire, il faut qu'il y ait une équipe qui soit rompue, il y a des procédures à respecter, il y a un côté sérieux. Puis comme on est chercheur, il y a cette dimension-là, il y a plutôt une image positive de la recherche dans le pays. Donc il y a tout ça, et pour ce protocole, c'est la même chose, mais à la puissance 10. Parce que le trouble de stress post-traumatique, ce n'est pas une pathologie. C'est une pathologie qui survient parce qu'il y a un événement extérieur. C'est le critère A, il y a cet événement qui fait que la personne elle change. Et elle peut changer de façon dramatique dans les deux sens du terme. Et donc, ce qui va se passer autour de la personne, c'est très important. C'est très important. Donc, le fait de choisir d'aller parler, vous voyez, à l'INA, entrer dans le protocole, et de venir ensuite à Caen pour avoir des examens du cerveau, c'est pas rien quand même. Ça veut dire, si on me fait des examens de mon cerveau, c'est que mon cerveau, potentiellement, il est changé par tout ça, ce qui est vrai. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, mais le changement, peut-être le résumer en une phrase ou deux, le changement chez la personne, c'est qu'elle passe d'un statut de victime, elle est toujours victime, mais elle prend un statut d'acteur. Elle est victime, elle rentre dans le protocole, elle devient acteur de quelque chose. Acteur, ça veut dire que tout ce qu'elle a vécu, c'est pas simplement quelque chose qui l'a rendue victime, mais c'est quelque chose qu'elle commence à prendre en main, et ça lui permet collectivement de donner du sens. Ça, je pense que c'est très important. C'est très important. Et alors, comment ça s'est fait? Alors, je parle du sérieux. Évidemment que les collègues qui sont sérieux, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas sérieux, mais est-ce qu'on est vraiment sérieux quand on a 20 ans ou 30 ans? Voilà. C'est un peu ça, on pourrait presque résumer les choses comme ça. Les gens qu'on a recrutés au protocole, c'était qui? C'était des gens de 25, 30, 35 ans. C'était des docs, des post-docs, des ouvriers. À Paris, c'était ça. C'était des sociologues, des anthropologues, etc., tous plus sympathiques les uns que les autres. Et ici, c'était plutôt des jeunes médecins, des neuropsychologues, tous plus sympas les uns que les autres. Donc, il y a le ON, il y a le protocole, vous voyez, très sérieux, etc. Cicéron, les blouses blanches et tout. Puis il y a le ON. Les gens, ils sont là 2 jours. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous les accompagnez à l'hôtel pour pas qu'ils se perdent. Et à un moment, on ne demande pas aux gens de se taire. Vous voyez? Et je pense que là, c'était très important. Ce qui se passait, entre guillemets, naturellement, parce qu'évidemment, naturellement, ça n'a aucun sens, mais ce qui se passait là, je pense que c'était très important. Et il s'est passé quelque chose. Et ça, c'était quand même, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce protocole quand il m'a appelé. Je pense que ça, ce sont des situations extrêmement intéressantes et un peu inhabituelles dans la recherche, parce que dans la recherche, c'est plutôt le protocole. Et le protocole est très important. On n'est pas des monstres non plus, c'est le protocole, c'est normal, c'est ce qu'on attend de nous. Votre deuxième question, c'est Nice. Alors Nice, on a eu beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu l'attentat du 14 juillet, je me rappelle exactement où j'étais, etc., tout de suite, je ne connaissais pas Florence Askenazi, mais je connaissais pas mal de monde à Nice. Et bon, c'était l'été, il fallait pister tout le monde, et je les ai rencontrés, comme j'ai rencontré les gens de Strasbourg, les gens de Strasbourg que vous connaissez bien, de psychiatrie. Et tout de suite, je leur ai dit, voilà ce qu'on fait. Puis j'aurais tout donné, tous les protocoles, etc. Bon, Nice, ils ont réussi à mettre, et d'ailleurs le médecin d'ici, le pédopsychiatre Fabien Guémelet, est parti 1 an donc, pour délocalisation, je ne sais pas comment on appelle ça, en mobilité, quelque chose comme ça. Hein. Il est parti 1 an à Nice, il a travaillé avec eux dans de bonnes conditions, et on aurait voulu mettre en place quelque chose un peu comme ça, on n'a pas réussi. Bon, c'est comme ça. Et par contre, on reste en lien. Et puis alors, pour l'organisation pour les enfants, on est en contact avec différentes équipes et on s'appuie, on va s'appuyer si on y arrive, sur une nouvelle structure qui s'appelle le CN2R. Le CN2R, c'est ça doit vous leur dire, parce que je ne suis pas toujours très fort sur les acronymes, Centre national de ressources sur la résilience, quelque chose comme ça.
Donc il y a eu un appel à projet, donc le CN2R a été créé au 1er janvier de cette année. Donc c'est une structure nationale, et puis il y a des centres cliniques sur tout le territoire. Il y en a eu 12, une douzaine. Et donc c'est piloté par 2 médecins, 2 psychiatres, l'un qui s'appelle Thierry Bobet, qui est pédopsychiatre, qui est à Bobigny, et puis Guillaume Veva, qui est un psychiatre spécialisé dans le stress post-traumatique, qui est à Lille. À Lille a une grande notoriété dans le domaine, donc ce sont ces 2 psychiatres qui pilotent. Et donc, bien entendu, on est en lien avec eux et avec différentes équipes qui interagissent avec ces personnes, pour mettre en place notamment la 3e phase. Parce que l'idée, parce qu'on est toujours un peu pragmatique dans tout ça, c'est de faire venir les personnes ici à Caen pour les examens les plus pointus. Vous voyez, où il faut éviter qu'il y ait 50 centres, parce que s'il y a 50 centres avec 2 sujets à un endroit, 4 à l'autre, on mélange tout ça et on n'en saura rien. Donc il faut que les examens pointus soient faits là. Par contre, tous les aspects cliniques en amont, ils doivent être faits au plus près des personnes. Du moment que ce sont des gens compétents. Donc voilà. Donc je sais pas si j'ai peut-être oublié une question, mais... Oui, alors la réactualisation. Alors ça fait partie des... Bien entendu, la pathologie, le stress post-traumatique, puisque vous avez cité Nice, je me souviens d'une discussion avec Florence Eskenazi. Florence Eskenazi, c'est la chef de service de pédopsychiatrie de Nice. C'est elle qui a accueilli, parce que l'hôpital Lanval, je ne sais pas si vous connaissez Nice, la promenade des Anglais, l'hôpital Lanval, il est sur la promenade des Anglais. Et le camion, il s'est arrêté quasiment dans l'hôpital. Donc les gens sont rentrés dans l'hôpital, sont venus se réfugier dans l'hôpital, c'est une situation incroyable. Et donc elle a fait face à tout ça. Avec ses collègues, avec le personnel et tout, enfin, c'était assez incroyable. Alors, et puis après, il y a eu un nombre de consultants considérables qui ont suivi, donc qui continuent de suivre. C'était plus de 1000 personnes à un moment donné, puis certainement beaucoup plus maintenant. Puis alors, ça, c'était 2016. 14 juillet 2016. Je ne me rappelle plus exactement de la date. Barcelone. C'est l'été d'après. L'été d'après. C'était aux alentours, pas le 14 juillet pile, mais c'était... Et donc, qu'est-ce qu'a constaté Florence Eskenazi à ce moment-là? Elle a arrivé dans son cabinet, dans son service, des primo-consultants. Pas qui étaient à Barcelone, non, qui étaient à Nice. Qui étaient à Nice, qui avaient vécu le 14 juillet de Nice, et puis bon, qui avaient réussi à passer une année à peu près bien, et puis là qui est arrivé, parce que c'était le trop plein. Alors, c'est une façon de répondre. Hein. Évidemment, chez les enfants, c'est décuplé. Alors ça, si vous voulez, on essaie de... Parce que pour l'instant, l'étude d'enfants, vous avez bien compris, elle a pas démarré. Je ne sais pas si elle démarre. Parce que là, on demande quand même des moyens considérables. Parce que là, c'est des moyens en ressources humaines qui sont considérables. Donc, je ne sais pas si on y tiendra. Parce qu'on peut. Et donc là, par contre, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mesurer au mieux dans l'anamnèse des personnes. Des adultes. Une dernière question. Bonjour, Thomas Nona, je suis psychiatre au Centre Mémoire. Je vous remercie pour cette présentation d'un protocole très judicieux et transdisciplinaire. J'aurais 2 questionnements éthiques sur le protocole. Comme vous le dites bien, une des parties de ce protocole, c'est d'en venir à diagnostiquer ou pas le PSD chez certains de ces patients, mais du coup, c'est un protocole observationnel. Je n'ai pas forcément bien retenu la prise en charge qui leur est proposée, s'il n'y a pas de prise en charge médicamenteuse ou de thérapie adaptée, de MDR, est-ce que ça fait partie du protocole de savoir désorienter vers une prise en charge adaptée reconnue? Voilà, premier point. Vous avez la deuxième question. Vous avez été super réactif, vous l'avez bien expliqué en termes de temporalité pour mettre en œuvre le protocole juste après les événements. On se dit qu'à chacun de ces événements,
vous avez vu, c'est un protocole qui n'a pas de vocation thérapeutique. Donc ça, c'est clair. On est dans la recherche à la fois en sciences humaines, la recherche biomédicale, etc. C'est pas uniquement pour faire le diagnostic de PTSD. Le diagnostic, c'est important qu'on le fasse à un moment donné, mais c'est plutôt comprendre les mécanismes à la fois physiopathologiques et puis les précurseurs, en quelque sorte. On peut appeler ça le fait qu'ils aient eu une CUMP à un moment donné, comment ils ont réagi, est-ce qu'ils ont eu un épisode dissociatif au moment de l'événement. Tous ces aspects-là, on le documente. Les types de thérapie, que ce soit au moment de la thérapie en aigu, on peut dire la prise en soin par la CUMP, et puis ensuite, qu'ils aient eu l'EMDR ou autre, tout ça, on le documente. Ça fait partie du protocole. Et ce qui fait partie du protocole, mais plus pour aller dans votre sens, c'est que les personnes, on a comme devoir, mais c'est vrai dans tous les protocoles biomédicaux, c'est-à-dire quand on découvre, je ne sais pas, une anomalie à l'IRM, pour n'importe qui, même des sujets participants sains, il y a tout un protocole qui fait qu'on confie la personne à un neurologue. Là c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a un numéro de téléphone, et la personne, soit lors de la présence à Caen, on découvre une situation problématique. À ce moment-là, la personne bénéficie d'un entretien avec un psychiatre ici en local, et puis ensuite on va l'orienter, parce que vous avez bien compris que les patients ne sont pas ici, ils sont majoritairement en région parisienne. C'est pour ça que vous avez vu, à un moment de mon exposé, je vous ai dit, quand on a commencé très vite à mettre en place le protocole, on a rencontré les gens de l'étude d'impact, l'étude, vous voyez, de janvier. Et en fait, c'était tout un réseau, surtout de psychiatres. Il y avait des gens de Santé publique France, mais il y avait Thierry Bobet et tous ces gens-là, qui étaient vraiment des professionnels. Et là, ils nous ont beaucoup aidés. Moi, ils m'ont beaucoup rassuré. Parce que quand je travaille à Caen, je suis entouré par mes chers collègues médecins, vous voyez, neurologues, psychiatres et autres, alcoologues, etc. C'est eux qui gèrent ces situations-là. Mais mettre en place un protocole comme ça à distance, c'était franchement pas évident. Parce que j'avais anticipé des situations comme ça. Donc il fallait tout de suite, la personne, on n'allait pas la remettre dans le train, et puis débrouille-toi. Donc il fallait tout de suite qu'on ait le relais efficace, fiable. Et ça, avec les collègues parisiens, quand je les ai rencontrés, j'ai eu ce réconfort, en disant, là, on va pas y aller, on va avoir du monde. Et ça, c'est au long cours. C'est-à-dire que tout le temps que l'étude dure, il y a ce numéro de téléphone. C'est pas toujours un psychiatre qui répond, mais bon, s'il y a nécessité. Et le problème s'est posé aussi lors de l'étude MIL. C'est pour ça que l'étude MIL, vous voyez, on était quand même pas... Parce que là, les entretiens, ils ne sont pas faits par les médecins. Mais il y avait des choses qui étaient manifestement des gens en souffrance, et même chose. Grâce au soutien local des collègues médecins parisiens, on a pu faire en sorte de détecter et de répondre aux situations critiques. Alors attendez, j'ai oublié la dernière question. Deuxième question, c'était, vous avez été très réactif après l'événement, est-ce qu'il y a une anticipation des événements peut-être futurs? Oui, alors je pense qu'il ne faut pas refaire la même chose. Il ne faut pas refaire la même chose. Vous voyez, même nous, au 33, on se dit qu'il ne faut pas faire la même chose. Alors, il y a un peu deux questions dans votre question. Il y a pourquoi ça... Bon, je ne sais pas ce qu'on en sortira hein, au niveau scientifique. C'est trop tôt, hein, les papiers partent. Mais bon, ça, en tout cas, on a réussi à mettre en place l'infrastructure. Je pense que c'était un tenté. Je pense qu'il y avait eu janvier 2015, et puis là, il y a eu novembre 2013. Il y a eu la volonté des organismes de répondre. Et là, je peux dire que les deux PDG ont été extrêmement efficaces. Ils ont pris ça en main. Et ensuite, ils nous ont aidés, parce que nous, on avait notre volonté, mais quand vous vous retrouvez devant les grands argentiers du CGI, puis vous arrivez avec votre protocole, les gens ils disent gentil, quoi. Donc on a été poussé comme ça. On avait cette opportunité, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'on avait déjà travaillé, et on avait un cadre administratif. C'est très important parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas vous donner des sous comme ça. Ils ne peuvent pas vous faire un chèque comme ça. Il fallait qu'il y ait un cadre. Donc le
cadre, c'était matrice. Et sur ce cadre, les matrices de grand équipement, bien, on a rajouté une ligne. Et là, cette ligne, elle a été accompagnée alors, d'un conseil scientifique donc, qui nous suit, d'un jury international qui nous évalue à l'espace régulier, à qui on envoie des dossiers comme ça tous les 15 jours ou presque. Non, vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment dérogatoire, puisqu'il y avait un cadre, et en plus, donc on a ce conseil scientifique, ce jury international, ce conseil scientifique va être doublé d'un conseil Big Data, parce que là on est confronté à toutes ces données qui sont archivées ici et ça. Elles sont bien archivées, elles sont en sécurité. Maintenant, il faut qu'on puisse y accéder, il faut qu'on puisse en faire quelque chose. Parce que c'est pas un hasard si je vous ai montré les résultats du CREDOC d'une part, c'est le CREDOC qui travaille dans son coin. C'est pas si vrai que ça, il ne travaille pas dans son coin, mais il travaille avec ces données et il sait les traiter. L'imagerie cérébrale, c'est ici à Cicéron, on sait faire. Je ne dis pas que c'est simple, hein, c'est pas obligé, on sait faire. Par contre, quand il faut croiser ça, là ça devient plus compliqué. Donc vous ne pouvez pas mettre à disposition toutes ces données-là comme ça. Il y a des données sensibles, il y a des interviews qu'il faut diffuser. Et en même temps, il faut pouvoir y accéder. Ça aussi, c'est un problème éthique qui est très important. Je pense que l'exposé que tu nous as fait interroge beaucoup de choses qui pourraient être innovantes en termes d'éthique de la recherche. Parce que j'ai envie de dire en bon élève et en mon collègue qui nous a dit que Christine Dosquet, le comité d'éthique de l'UCERN, je partage beaucoup de travaux avec eux, effectivement, je connais qui travaille avec qui nous a dit CPP. Mais on voit néanmoins qu'il y a d'autres champs dans ce type de recherche où les régulations, les acceptations sociales, finalement, font partie intégrante de votre recherche. Vous êtes en train de créer des nouvelles façons de faire de l'éthique de la recherche. Je le dis comme ça, parce qu'on ne va pas développer, mais je pense que c'est intéressant d'analyser ce sens-là. C'est pour ça que quand je dis que le niveau éthique dans un des programmes, c'était pas fortuit, parce qu'on s'était rencontré à un moment, nous ça, je ne pas bien, mais je pense qu'il y a quelque chose autour de ça qui est important. Il y a des nouvelles réflexions. Deuxième petit point de synthèse, ça fait plaisir, je pense, d'une instance comme ici, de voir qu'il y a des innovations et que l'innovation n'est pas uniquement de la technoscience, même s'il y a des IRM, mais qu'on est dans l'innovation voilà, sur la prise en charge, sur la relation à l'autre, voilà, ça c'est un sujet quand même de l'éthique. Troisième petit point, excusez-moi de tirer le chapeau un peu à moi, mais moi je dirige un secteur comme celui de la médecine légale, nous partageons avec les psychiatres, entre autres, mais moi, mon drame existentiel, c'est que les discours sur la prise en charge des victimes, ça peut faire maintenant 20 ans que je les entends, et là tu dis qu'il y a une structuration qui est quelque part intéressante, où le soin et la recherche sont accomplis, où les gens sont pris en charge, mais combien de gens ne sont pas pris en charge dans le domaine de la victimologie aujourd'hui, avec des constatations voilà, quotidiennes, hein, dans le service, 25 personnes par jour qui passent, et que je suis heureux de voir qu'aussi on hisse ça au niveau de recherche, parce que j'espère que demain, ça aura des retombées pratiques en termes d'organisation des soins et de prise en charge, bien sûr, avec des motivations forcément différentes et adaptées. C'est pour vous dire que voilà, on avait un activité Francis, j'espère que vous avez été heureux, parce que, bon d'abord, l'événement était à Caen, on voulait promouvoir quand même ce qui se passe chez nous, mais aussi pour ouvrir peut-être des nouvelles perspectives et nous sortir voilà, de sentiers battus. Et je conclurai sur ce que tu as dit. Hein. Les big data, on a l'impression qu'on les explore d'un côté, la sociologie, on a l'impression d'un côté, et les programmes intégrateurs, où l'ensemble des questions sociétales sont finalement assez rares. Vraiment, je te remercie du fond du cœur d'être venu nous exposer ça. Excusez-moi, je change complètement de registre pour ne pas oublier une chose que je dois vous dire depuis maintenant 2 jours, maintenant avec Robin. Nous organisons une journée à Rouen sur éthique et cancer avec le cancer au pôle Nord-Ouest, qui est une journée qui essaye de regrouper